un temps pour demander à deux membres du comité scientifique de Convergence France de nous partager un petit peu ce qu'ils retiennent des travaux qu'on a pu mener au sein du comité scientifique depuis maintenant plus de 2 ans. Parce que depuis le lancement du programme Convergence, l'évaluation a toujours été un élément très important de notre état d'esprit, de la façon de travailler, parce qu'il nous semble important de pouvoir toujours regarder, prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, analyser ce qui se réalise et pouvoir tirer aussi des enseignements. Donc on a réalisé depuis 2012 trois évaluations avant le lancement de la stratégie pauvreté et cette nouvelle phase de déploiement du projet au cours de laquelle on a donc depuis 2020 réalisé 5 évaluations supplémentaires autour de convergence, de premières heures, de la déclinaison de convergence dans un territoire moins dense comme le département de la Charente, etc. Donc le comité scientifique réunit des membres des administrations centrales, des représentants de nos financeurs, mais aussi donc 5 chercheurs. Donc il y a Anne Fretel qui est chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, Paul Dournion qui est chercheur à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Manuel Domergue qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, et donc Cyprien Avenel, merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Tu es sociologue, conseiller expert pour le travail social à la Direction générale de la cohésion sociale, et donc membre de notre comité scientifique à Convergence France. Et Laurent Duclos, tu es économiste, sociologue du travail, chef de projet ingénierie de parcours et stratégie d'accompagnement à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Je vais vous poser la même question à tous les deux, très simplement. Je sais que vos réponses seront complémentaires. Allez-y, prenez chacun un micro. Qu'est-ce que vous retenez des travaux qu'on a pu mener ou qui ont été réalisés par les différents cabinets au cours de ces 2-3 dernières années et depuis 2012? Bien, merci beaucoup Rémi. Alors bon, comme on a un temps assez limité, ça sera vraiment des grands traits. La première chose que je retiendrai moi personnellement, c'est que réellement, je trouve que le programme, la démarche Convergence a montré qu'il peut y avoir un bon usage de l'évaluation. Et ça, c'est important, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je me suis impliqué avec plaisir, intérêt et sérieux, je crois. Et pour dire... alors, je ne sais pas comment se répartit le temps de parole, Rémi. Si chacun en part sur 10 minutes. Oui, vous prenez chacun Bon, voilà. 10-12 C'est minutes juste pour chacun. organiser Et puis, mon propos oui, oui. et pas juste faire une petite brève introductive. Et puis, Non, je vous propose de d'accord. prendre chacun un temps à tour de rôle. Ok. Juste quand même dire, c'est pour ça que l'appropriation est importante, c'est que la démarche d'évaluation, le dispositif d'évaluation de convergence a déjà rassemblé des éléments d'observation, d'appréciation qui sont extrêmement importants. Et je crois que c'est vraiment, je le dis très sincèrement, une grande qualité de ce programme de convergence que de s'être développé avec un dispositif d'évaluation intégré, un comité scientifique aussi, et dont les résultats de cette évaluation ont été, je crois, vous le confirmerez, appropriés chemin faisant, en fait, dans le pilotage de la démarche et puis son émécémage progressif. Et là, je dirais qu'en cela, la démarche d'évaluation, effectivement, a été appropriée comme un véritable outil stratégique et d'intelligence de l'action pragmatique, je dirais. Il faut le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas, et particulièrement sur notre champ de l'insertion et du social. Je le dis parce que, en effet, je crois que l'évaluation des politiques d'insertion, plus généralement des politiques sociales, c'est un véritable enjeu, voire un défi, parce que ça permet pour notre secteur, je crois, de produire un argumentaire et de répondre à l'injonction d'efficacité d'ailleurs des financeurs et de documenter l'utilité sociale de l'accompagnement, qui par ailleurs, on le sait, est souvent questionné, pour ne pas dire critiqué, pour son niveau raffiné de complexité, son manque de lisibilité, son efficacité incertaine. Et on peut s'en étonner, on peut surtout aussi s'en désoler, mais c'est un fait, et je le redis pour planter l'enjeu de l'évaluation, c'est qu'il me semble que dans notre société, les investissements immatériels, humains, sont moins valorisés en réalité que les investissements physiques, matériels,
les routes, les ronds-points, les lignes de TGV, les tramways, les gestes architecturaux dans les centres-villes, des gens nouvelles et autres, où les calculs, pour employer ce terme, de retour sur investissement, en termes d'activité économique, etc., sont chiffrés depuis longtemps. C'est tout à fait étonnant, quand on investit sur Renault, Peugeot, etc., on parle et on entend souvent parler de création de richesse, création de valeur, création d'emplois, et en termes positifs. Alors que de l'autre côté, on parle, pour notre secteur des politiques de solidarité, de dépenses sociales, de coûts, de dispositifs, d'emplois subventionnés, etc. Il y a donc, je crois, effectivement un vrai enjeu à mobiliser des instruments scientifiques qui permettent d'argumenter, de créer des espaces de délibération afin de consolider effectivement une légitimité, parce qu'il y a une crise de légitimité, de l'action publique dans le champ social et de l'insertion. Et de sorte que, oui, la politique sociale, ça peut être perçu avec plus de confiance, voire d'objectivité, pour que soit documenté dans les territoires l'impact de ces politiques de solidarité sur le parcours d'insertion, sur l'accès à l'emploi, et puis sur des dimensions très importantes et éminemment qualitatives, qui est, et c'est tout un enjeu pour l'évaluation, le aller mieux, le prendre soin, le bien-être, voilà, en termes donc de développement social et humain, et même, je dirais, de développement économique. Donc, il faut le dire, mais je crois qu'il faut aussi produire un argumentaire, le démontrer. La politique sociale, les politiques de solidarité, ce n'est pas simplement une dépense, une charge pour la collectivité, mais aussi un gain et un moteur de la vie sociale et économique. Et donc, elle doit être, cette politique de solidarité, mobilisée effectivement comme un atout, comme un support dynamique d'émancipation des individus, des groupes, et donc quelque chose fondamentalement qui constitue un espace, un instrument de construction du bien commun local. Et ça, c'est fondamental. Et donc une ressource d'investissement, pour le dire plus technocratiquement. Voilà. Donc, du coup, la démarche d'évaluation, précisément, peut y contribuer, parmi d'autres outils, mais peut y contribuer, et en essayant d'étayer, je crois, l'argumentaire, la démonstration que les solidarités assurent non seulement la mission de base et fondamentale, la protection, mais aussi également, comment dire, des perspectives pour aller mieux, pour rebondir dans la vie, voire, comme on le dit, sans sortir. Alors avec l'évaluation, du coup, l'enjeu est compliqué, puisqu'il s'agit à la fois d'apprécier son impact sur le plan personnel, collectif, social, sociétal, voire économique, mais sans perdre de vue, particulièrement qu'on essaye de répondre aux commanditaires du retour sur investissement, sans perdre en chemin dans l'évaluation la question du sens, des finalités et des valeurs, c'est-à-dire la qualité de la réponse sociale, de la réponse de l'accompagnement adapté aux besoins individuels. Et donc il faut du quantitatif dans l'évaluation, mais éminemment aussi du qualitatif. Et en réalité, je passe vite, mais ce n'est pas un exercice si simple, car l'évaluation des problématiques sociales et professionnelles de l'accompagnement est certes nécessaire, comme j'essaye de l'expliquer, mais c'est un exercice exigeant, difficile, complexe, mais possible. Et je pense qu'on l'a expérimenté justement dans l'évaluation de convergence, et qui implique effectivement d'apprécier un travail d'appréciation, de recherche du sens de l'action, de ses effets, qui essaye de réfléchir, de produire des éléments sur la mise en œuvre du programme Convergence, de son impact, et donc d'articuler la mesure des activités, mais sans perdre le sens. Et ça, c'est un véritable enjeu d'articulation des méthodes, etc. Donc, et ça implique aussi, je pense que ça a été le cas dans cette démarche, qu'il faut être prudent aussi dans les résultats et leur interprétation. Par exemple, il est assez difficile finalement, quand même, encore à ce stade, de se prononcer quantitativement sur la démarche Convergence et premières heures en chantier, au regard de la diversité des situations dans les territoires, mais c'est aussi cette diversité leur principale richesse, et il y a un enjeu, c'est de pouvoir préserver, je crois, des principes communs, des finalités locales, sans écraser les spécificités locales. Donc toute cette démarche d'évaluation a été très, très, très inspirante. Je crois qu'elle a produit aussi des résultats
et un certain nombre d'enseignements. Et c'est d'ailleurs une façon, je crois, de remercier aussi, vous êtes nombreux dans la salle à avoir participé aussi à la faisabilité de l'évaluation, parce que vous avez remonté beaucoup d'informations pour rendre précisément possible ces évaluations. Alors, il faudrait restituer, et peut-être qu'on peut imaginer plus tard des espaces de restitution et de partage plus collectif des enseignements de ces évaluations. Mais il y avait quelques points que je voulais souligner. Alors, je ne sais pas combien de temps là qui me reste, mais je sais qu'ils seront retravaillés pendant les ateliers. Donc, juste peut-être à 5 minutes. à grands traits. Bon, le premier, de façon générale, je crois, c'est que, je dirais, la posture, c'est pas rien de le dire, philosophique, éthique, de convergence, d'un côté, et sa stratégie, sa méthode, qui en est l'incarnation, je dirais, dans les territoires, les évaluations montrent des effets positifs tout à fait importants et qui sont donc, je dirais, inspirants pour les pouvoirs publics, et tant auprès des personnes concernées que des pratiques professionnelles, mais aussi des méthodes de coopération dans les territoires. Donc, quand il y a des effets positifs, j'ai plutôt envie, là, aujourd'hui, de m'arrêter uniquement sur ces effets positifs parce qu'ils sont réels. Le premier point, c'est une banalité, peut-être, mais j'avais envie quand même de le redire, parce que c'est pas rien, c'est que, d'abord, la démarche convergente atteint bien et touche bien le cœur de cible de la population. La grande exclusion, excusez-moi de dire ça, hein, mais des personnes qui sont dans des parcours de rue et qui cumulent des difficultés quand même relativement lourdes. Et donc, le mérite de Convergence est de mettre en lumière, et j'ai assisté à une de vos journées, et c'est vrai, hein, elle rend visible des invisibles. Et c'est tout à fait important de le dire, parce qu'il y a par ailleurs, comme vous le savez, tout un débat sur le cœur de cible des publics de l'IAE, et de ce qu'on appelle par ailleurs les mécanismes ou la logique d'écrémage qui conduit à sélectionner les bons candidats au retour à l'emploi au détriment de la fonction sociale première et qui interroge fondamentalement, plus généralement, la pertinence de la logique de financement public et des indicateurs de placement, etc., ce que vous connaissez. Mais en tout cas, il y a bien avec Convergence, c'est intéressant de le souligner, je crois, une mise en lumière des profils de la population et qui rappelle d'ailleurs un retour aux sources des fondamentaux de ce point de vue-là, dans la grande exclusion. Un deuxième point qui ne me paraît pas anecdotique non plus, c'est le cœur de métier, je dirais, l'accompagnement, Convergence et Première Heure en chantier, et qui contribue, c'est montré dans les évaluations, très qualitativement à, alors c'est un grand classique, mais quand même, à restaurer la confiance, à créer du mieux-être, du aller mieux, de faciliter ce qu'on appelle aujourd'hui souvent les capacités, à étayer des trajectoires d'autonomisation. Et donc, de ce point de vue-là, non seulement Convergence assure cette fonction classique, je dirais, dans l'IAE, de resocialisation des personnes en situation de grande exclusion, avec une action sur les dimensions très qualitatives de l'insertion, mais je crois que la démarche, je le souligne, c'est dans les évaluations, parvient également, dans une proportion qui n'est pas négligeable, à augmenter la reprise d'activité pérenne en tant que telle, et avec un impact concomitant très important sur le domaine du logement. Et c'est quand même pas rien de le souligner, parce que ça contribue à une reprise en main qui est le plus difficile de la santé, et au final un surcroît de bien-être. Et dans cette ouverture, effectivement, ben oui, Convergence est bien un sas vers l'IAE et plus généralement vers les entreprises conventionnelles, et sans doute que Premières Heures en chantier est un sas dans le sas de Convergence. Il y a un troisième point qui me paraît très important sur le cœur de métier qui est l'accompagnement, c'est tout ce que ça apporte sur les postures professionnelles. Ça a été discuté dans la table ronde précédente, mais c'est important, il faudrait s'y arrêter plus longuement sur tout ce qui permet d'assurer une continuité du parcours de vie chaotique, dans la continuité, le continuum, et de traiter simultanément les différentes problématiques emploi, logement, santé. Bon. Et c'est important parce que finalement, Convergence met en lumière et donne des éléments de réflexion, des leviers sur des éléments de transformation de l'accompagnement dans le cadre de la logique emploi-logement d'abord. Et ça, c'est important parce que ça interroge quand même les politiques d'insertion qui sont mises en œuvre depuis 30-40 ans. Effectivement, la mise en situation directe sur le marché du travail, c'est vraiment un élément stratégique.
C'est vraiment un prérequis de réussite du parcours d'insertion. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'accompagnement dans l'emploi, dans l'ACI, et je dirais plus généralement pour les politiques d'insertion, ça invite à réfléchir à cet accompagnement dans et de l'entreprise. Et il y a une condition là de réussite. Comme si en somme, il était plus important de mettre en situation et d'accompagner que plus classiquement, en tout cas dans le travail social institutionnel, de s'attaquer d'abord sur les freins, comme on disait, périphériques, et que quand tous les freins périphériques sont mis en œuvre, eh bien, il faut aller vers l'emploi. Mais ce modèle se heurte depuis toujours à la porte de l'entreprise. Donc, je crois qu'il y a effectivement du renouvellement par rapport à une approche relativement traditionnelle dans le travail social institutionnel, dans vos démarches d'accompagnement, de traiter simultanément les questions d'ordre professionnel et les questions d'ordre santé, de social, etc., ce qui renvoie à des questions sur la médiation active dès le début de la confiance. Mais attention, et ça c'est important aussi pour les politiques d'accompagnement social plus générales, cette logique emploi-logement d'abord, parfois ça ne marche pas. Mais ça marche et ça fonctionne que si est mise en œuvre de façon concrète et effective une approche, la fameuse, on l'entend depuis 40 ans, la fameuse approche globale de l'accompagnement. Emploi, logement, santé, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, tout ce qui concerne les droits administratifs. C'est vraiment un sujet majeur. Les gens sont en souffrance, en colère, en non-recours au droit, dans tout cet imbroglio administratif et la difficulté à avoir un interlocuteur unique, je vais y venir, et humain, physique, qui traite des situations inextricables. Ça crée des situations de souffrance humaine vraiment dont on ne mesure pas et qui sont très importants. Et donc, c'est une façon de souligner que cet accompagnement global, ça peut marcher s'il y a le fameux référent de parcours, c'est-à-dire le CIP dans Convergence et l'éducateur socio-professionnel en premier rang en chantier. Et ça, je dirais, c'est le référent de parcours qui marche dans le cadre de Convergence et de première heure en chantier. Et ça, c'est important parce que c'est des éléments de réflexion et inspirants pour France Travail en devenir ou les démarches d'accompagnement social. En tout cas, ce qui ressort des évaluations, et c'est intéressant de mettre en lumière les leviers, c'est qu'il y a bien du décloisonnement qui s'opère, très intéressant, entre social et emploi, là où bien souvent on a des couloirs séparés, notamment dans la conception du RSA, dans les partenariats entre Pôle emploi et les conseils départementaux plus généralement, etc. Mais il y a aussi du décloisonnement entre le social et le sanitaire, autre sujet fondamental. Et on a observé des liens tout à fait intéressants dans les questions de conduite addictive, de problématiques de souffrance psychique, etc., des liens avec les ARS, qui est vraiment un sujet fondamental, notamment post-Covid, etc. Alors il y a d'autres éléments aussi sur l'accompagnement, mais je ne m'arrêterai pas sur l'intérieur de la posture relationnelle, de la posture émotionnelle, comment on fait émerger les capacités de développement du pouvoir d'agir, parce que c'est un mot, mais le faire, c'est encore autre chose. Comment on fait une rupture avec les postures verticales et paternalistes traditionnelles, dans une relation plus horizontale, où on est moins dans la prise en charge, mais dans le lâcher-prise, bon, etc., etc. Mais ça, c'est quand même fondamental, parce qu'il y a des éléments qui ressortent des évaluations là-dessus. Il y a un autre point très important, parce que je vais arrêter, et on en surtout là. pas pour empiéter sur mon collègue, c'est qu'il y a de la logique, l'insertion, c'est du parcours individuel, mais c'est fondamentalement aussi de l'approche territoriale. C'est ça le facteur clé de réussite, et l'approche territoriale, c'est-à-dire, c'est le point faible des politiques d'insertion depuis longtemps, de par le cloisonnement dont on a parlé, parce qu'on est bien souvent, on n'est pas dans les territoires, mais dans des terriers, les silos, pour le dire de façon humoristique, et puis, d'autre part, il y a un risque d'enfermer l'accompagnement individuel dans l'individu. Il faut une ouverture sur le territoire, il faut une ouverture sur les milieux de vie, il faut une ouverture sur l'environnement, de sorte qu'on n'accompagne pas, on ne personnalise pas l'accompagnement, on n'accompagne pas la personne, on accompagne l'environnement de la personne, les environnements capacitants. Bon, et ça implique donc une nouvelle définition de la relation au territoire et au secteur économique. Et là, c'est un vrai sujet. Voilà, donc, Merci. juste pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments positifs, en fait, et donc c'est pour ça que je me permets de les souligner, peut-être avec trop d'emphase, mais
pas vraiment, Merci. je les observe. Et tout ça veut dire qu'au moment où il y a effectivement une crise actuelle d'attractivité majeure des métiers du social, je trouve que Convergence ouvre un horizon, ouvre des espaces qui libèrent un petit peu l'initiative, des pratiques émergentes, intéressantes, et donc avec des éléments d'attractivité. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup Cyprien. Merci de te prêter au jeu d'un retour aussi rapide. Et du coup, je me tourne vers toi, Laurent, pour te poser la même question. Que retiens-tu? Dis-moi combien de temps j'ai pour faire part de... Eh ben, on se donne encore le temps nécessaire, D'accord. 12-15 minutes. Bon, je vais faire Et après, on va manger. le plus court possible. Là, la lumière, je m'aperçois que j'ai nettoyé mes lunettes avec du jambon ce matin. Je n'y vois rien. Alors, ce que je retiens à titre principal, c'est quelque chose qui était présent dès le départ de la stratégie lutte contre la pauvreté. Il était dit sur les expérimentations dans le champ de l'IAE, convergence, CEF, tapage, etc., qu'il s'agissait d'essaimer des expérimentations évaluées positivement. Alors tous les acteurs disaient, bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à essaimer puisqu'on est évalué positivement, il n'y a pas de problème, on va répliquer sur les territoires ce qu'on a pu faire dans les pilotes qu'on avait constitués. Il y a eu un rapport en 2015 qui a été fait par les administrations centrales et qui disait que l'essaimage des expérimentations restait en fait le parent pauvre des réflexions sur l'innovation sociale. Donc moi, ce que j'ai appris des évaluations convergence, mais aussi des évaluations des autres chantiers de la stratégie pauvreté, c'est quelque chose là-dessus, sur les conditions d'un essaimage. C'est très présent dans les rapports et c'est de ça dont je voudrais un peu vous parler. Rappelez qu'il y a une nouveauté quand même, enfin ces 10 dernières années, c'est que le recours à l'expérimentation sociale est devenu une pratique tout à fait courante dans le champ de l'insertion, notamment, champ de l'emploi et de l'insertion. La plupart des expérimentations, majoritairement, ont lieu dans le domaine de l'emploi, beaucoup, de la santé, mais de l'emploi, c'est le deuxième champ d'expérimentation en France. Alors l'expérimentation, c'est la bonne pratique pour concevoir des politiques publiques, voilà ce qu'on dit. Et puis, alors ça aussi c'est nouveau, c'est-à-dire que peu ou prou, ça consiste à confier à des acteurs de la société civile, la construction de ces politiques publiques. Quelque part, on vous reconnaît ou on consacre pour vous ce que vous faites. Vous avez des bonnes idées, il n'y a pas que l'État qui a les bonnes idées, quoi. Un droit à l'essai, et puis une élaboration prudente aussi. C'est ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui savent, c'est ceux qui sont sur le terrain, etc. Bah oui, bon, alors on présuppose que vous savez, on va essayer, on va rater des trucs aussi, et puis on va voir ce que ça donne. Ça, c'est une élaboration prudente, je dirais, des politiques publiques. Le fait de devoir faire, parce qu'évidemment, on a en charge des publics qui sont des publics en grande difficulté, et donc on ne peut pas ne rien faire, mais en même temps qu'on fait, parce que parfois on ne sait pas trop comment faire, eh bien on regarde ce qu'on fait, on évalue ce qu'on fait, et tout le monde met la main à la pâte là-dessus. Cyprien vous remerciait ici d'avoir documenté les travaux d'évaluation. Je voulais aussi le faire à mon tour, parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'à la fois vous faites, et vous développez un savoir-faire autour de ce que vous faites. Et Cyprien a rappelé tous les enjeux de professionnalisation qui sont des enjeux continus quand on développe des expérimentations. Et puis aussi, il faut faire savoir ce qu'on fait. Alors faire savoir, c'est pas que du plaidoyer. Faire savoir aussi, c'est avoir les bons mots ou les bons concepts pour réussir à saisir ce qu'on est en train de bricoler et sur lesquels on n'a pas toujours les bons mots. Donc qui dit expérimentation dit évaluation, évidemment. Et c'est là que les enjeux d'essaimage vont venir se coller. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Comment on conserve ce qui faisait la qualité du pilote? On a fait un truc à Paris. Est-ce que ce qui marche à Paris pour le programme Convergence marchera à Lyon, par exemple, ou dans un territoire moins dense, en Charente, en l'occurrence, et à quelles conditions? Et il me semble que le fait d'éclairer ces conditions d'essaimage
permettre d'actualiser ou de redécrire proprement le programme qu'on s'était donné. Il y aurait un programme P0, d'un certain point de vue, éclairer les conditions de l'essaimage, donc voilà, on progresse un petit peu, ce serait d'écrire un programme P1, un programme qui passe la rampe d'un certain point de vue du périphérique, hein, pour convergence. Alors c'est très exigeant, je l'ai rappelé, parce qu'il faut à la fois qu'on développe le programme et qu'on se l'approprie, et qu'en même temps on se regarde faire quand on s'approprie le programme, dans cette espèce de double jeu un peu compliqué. En plus, ce qui est compliqué, là c'est le fond, tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que convergence, c'est la mise en œuvre à titre principal d'une fonction particulière qui est la fonction d'accompagnement. Alors la fonction d'accompagnement, qu'est-ce qui est probant dans la mise en œuvre de cette fonction? Eh bien, bien souvent, ce que nous disent les professionnels, c'est que ce qui est probant, c'est la situation d'accompagnement. Et que quand on évalue, les données et les résultats de l'évaluation peuvent se dissoudre ou être investis selon les circonstances. Ça marche ou ça ne marche pas, ce sont ces circonstances qui vont pouvoir en décider, avec tout un ensemble d'effets qu'on a du mal à maîtriser dans ces démarches d'essaimage. Les effets de contexte, voilà, dont le contrôle renvoie à une capacité de pilotage des dispositifs, c'est très important. Les effets d'organisation, qui sont très importants, dont on a parlé, dont le contrôle renvoie à des enjeux de gouvernance par les opérateurs, souvent, et des enjeux aussi derrière de partenariat, parce qu'on est chahuté en permanence. Et puis, il y a tout simplement l'intelligence que les professionnels du travail social ont de l'accompagnement et de l'environnement nécessaire, les aspects relationnels de ce travail social, et à nouveau, quelque chose qu'on construit est fragile et peut se dissoudre. Ce qui fait que les problèmes liés, en fait, à la généralisation des bonnes pratiques, comme on dit, quoi. J'avais un collègue qui disait, alors ça, c'est la misère des bonnes pratiques, parce que les bonnes pratiques, elles sont observées dans un certain contexte, et puis on les décontextualise pour aller les porter ailleurs. Puis, bah, merde alors, ça devient une mauvaise pratique, parce que le contexte est moins accueillant, le contexte numéro 2, que le premier. Et il faut penser cette professionnalisation, me semble-t-il, en lien avec la professionnalisation des acteurs. Voilà. Je dis, c'est ça que j'ai appris aussi des évaluations, c'est-à-dire que l'enjeu de professionnalisation, il est continu. Je vous ai entendu tout à l'heure, hein. Bon, on a expérimenté, on a des bons résultats. Maintenant, on va soit banaliser, ce que disait Jacques tout à l'heure, soit ce que disait Léa tout à l'heure aussi, rentrer dans le droit commun. Bon, peut-être que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Bon, admettons, mais peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si l'expérimentation est un peu terminée et bien évaluée, l'expérience collective, elle n'est pas terminée. Et cette expérience collective, elle est continue autour précisément, je pense, de ces enjeux de professionnalisation, grâce auxquels on peut régler les problèmes d'essaimage. Alors, l'essaimage, il y a une métaphore là, apicole, c'est les abeilles, et se pose une question de fidélité. De fidélité à quoi, etc. Je dirais que ça renvoie à, vous savez, l'aphorisme italien tradutore, traditore. C'est-à-dire on traduit, on trahit, et ça dépend des ajustements qui sont nécessaires pour aller vers certains contextes. Alors il y a un autre collègue, Bruno Latour, un sociologue, qui parlait de la querelle des rites, et qui disait ça, qu'en refusant d'adapter leur message dans une autre langue, les frères prêcheurs avaient perdu pour le Christ la moitié de la terre. Ils étaient restés fidèles, mais fidèles à Rome simplement, quoi. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de catholiques en Chine, hein, grosso modo. On touche là à quelque chose de très très profond, le fantasme de la modélisation et de la procéduralisation pas à pas d'un service qu'on rend, qui risque de dévitaliser complètement ce qu'on a pu faire. Donc, l'essaimage, c'est pas ça, c'est la professionnalisation, c'est un savoir d'action associé à quoi exactement, qu'est-ce qu'il faut garder. Alors, on parle souvent d'invariant, ça c'est un mot piège. On parle de référentiel, ça aussi c'est un mot piège. Est-ce que c'est un modèle à réaliser socialement, le référentiel, ou est-ce que c'est simplement un truc auquel on puisse se référer? Voilà ce qu'on apprend des évaluations. Il nous semblerait que c'est mieux de le concevoir comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le terme de protocole, mais tu le sais, Rémi, hein, dans l'idée du savoir médical.
C'est-à-dire il y a des trucs qu'on sait faire absolument dans tous les cas, mais le protocole, c'est ce qu'on sait faire dans tous les cas, comment on arrive à l'adapter au cas le cas, parce que tous les malades ne se ressemblent pas. Et puis le protocole, c'est aussi un savoir diplomatique dans des terrains hostiles. Et là, on touche à une dimension forte de convergence, qui est le partenariat. Alors on dit on a des échanges, etc., mais des échanges entre des gens, il faut que les gens se parlent. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a des échanges entre des gens qui sont dans leur terrier, comme disait Cyprien, et qui sont chacun détenteurs d'un format. Moi, pour prendre en charge telle situation, voilà mon format de parcours. Voilà. Et donc, la question se pose de savoir qui va s'assouplir ou qui va pouvoir exercer son pouvoir normatif, c'est-à-dire imposer son format aux autres. On ne connaît qu'un seul truc pour aller plus loin, là. C'est le mode projet. Donc, on associe les gens dans un mode projet, ce qui fait qu'ensemble, on va construire du commun. Et le premier de ces communs, c'est des nouveaux formats pour essayer d'approcher des nouvelles situations. Ah, là, on commence à avoir une idée de l'essaimage, me semble-t-il un peu meilleure, où ce à quoi il faut rester fidèle, ce n'est pas à une procédure au pas le pas, c'est plutôt à une stratégie qu'on a eue au départ, comment on maintient cette stratégie, comment on étudie les conditions pour maintenir cette stratégie. Et je dirais, parce que derrière, il y a des bons hommes et des bonnes femmes, hein, c'est une inspiration. Il y a de la poésie là-dedans. Il faut garder un souffle et de l'inspiration. Parce que sinon, comment on arrive à traduire la stratégie? Moi, je ne sais pas très bien comment faire. Et c'est ce que tu me disais hier soir, Rémi, c'est, alors là, on est très nombreux dans cette salle, mais enfin, Convergence, ce n'est pas une usine à gaz encore, ça reste un petit alambic. Tu connais les noms de tout le monde, hein, et Sophie aussi, vous vous connaissez tous, etc. Et on peut garantir, quelque part, que cette inspiration, on l'a maintenue. Alors, sur le fond, et j'aimerais terminer par là, ce que j'apprends du dispositif Convergence, qui me semble très intéressant et qui était présent dès le départ dans le film, me semble-t-il, c'est les participants, les gens qu'on aide, ils portent des choses où ils parlent. D'ailleurs, leur expression est magnifique, je trouve. Hein. Voilà. On a du mal à envisager qu'on puisse les réputer inemployables quand on les entend. Alors, ils parlent des horaires, par exemple, hein, de prendre la mesure, le travail, se lever le matin, etc. Mais on voit bien, c'est un mot qui a été prononcé, une question essentielle, c'est la question du rythme. Donc, on aide les gens pour avoir du rythme. OK. Donc, il parle aussi du regard des autres, etc. Et il me semble, c'est présent dans les évaluations, qu'un truc très important, c'est important quand on enseigne, ça les enseignants le savent, les bons, hein, ou quand on accompagne, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, moi qui accompagne, si je n'apprends pas quelque chose de celui que j'accompagne, alors je ferai mal mon boulot. Le troisième truc qu'on apprend, alors on nous parle de transversalité, de silos, etc. C'est que accompagner, c'est pas demander aux gens, comme il est souvent fait, viens sur mon parcours, mais avec tes propres moyens. Non, au contraire, c'est ton chemin propre qui nous intéresse, et la question des moyens, on s'en débrouille, et d'ailleurs c'est chiant évidemment, parce qu'il faut du partenariat, des négociations, des transactions diverses et variées, avec cette question importante du territoire. Et puis enfin, une question qui résonne, alors on parle d'employabilité ou d'inemployabilité, ou le fait que personne ne serait inemployable, etc. C'est une question qui a été soulevée dans le petit film, me semble-t-il, c'est la question de la place. Qui est une question, trouver sa place, qui est une question extrêmement importante. Et cette place-là, on le voit bien, ça a été un peu mentionné, on la trouverait aussi peut-être, mais là on ne sait pas bien, un peu dans sa tête, cette place-là. Je ne suis pas bien sûr que ce soit ça. Il y a un psychologue et un pédopsychiatre anglais que vous connaissez tous, qui s'appelle Winnicott, qui avait développé une notion d'espace potentiel. C'est l'inventeur du doudou, hein, Winnicott. Et alors, qui est un espace de projection, qui n'est ni moi, ni à l'extérieur de moi, qui est entre les deux. Et peut-être que c'est là où se négocie la place, et peut-être que le métier dont on parlait tout à l'heure,
qu'on invente dans Premières Heures. L'éducation professionnelle, c'est peut-être un professionnel qui doit se professionnaliser encore, mais dont le métier est d'essayer de faire en sorte qu'on fasse entrer le maximum de choses dans un espace potentiel de développement qu'il faut reconstituer chez des individus qui se sont repliés sur eux-mêmes et donc, par définition, pour lesquels cet espace aurait disparu. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour ce que vous nous avez partagé et aussi merci pour le travail qu'on a fait ensemble au sein du comité scientifique avec les autres membres, bien sûr, mais je pense que vous ne serez pas étonnés d'apprendre que pour nous, le comité scientifique, c'est comme tu le disais, Cyprien, cette idée de résultats qui sont appropriés au fur et à mesure, pour nous, le comité scientifique, c'est aussi un lieu très important de recul, de réflexion, et effectivement, ce sont des apports qui sont très précieux et qui nous ont beaucoup nourris avec le travail des évaluateurs, et pour pouvoir effectivement faire évoluer petit à petit le projet et faire des propositions dont on reparlera cet après-midi. Alors, vous retrouverez dans les tote bags qui vous ont été remis à l'entrée les synthèses des évaluations qui ont été faites sur les programmes Premières Heures et Convergence. Encore une fois, je m'associe à Cyprien et à Laurent pour vous remercier pour toute la collecte de données, la participation aux différentes évaluations. Les rapports complets des évaluations seront bientôt disponibles et donc on les partagera, on les diffusera largement, on les mettra sur nos sites internet. Et par ailleurs, en fait, on a déjà prévu dans les formalités de restitution de vous proposer des webinaires qui permettront de donner la parole, cette fois, au cabinet d'évaluation. Donc, avec les cabinets Pluricité et Visgate qui ont fait les évaluations du programme Convergence, on vous proposera un webinaire le lundi 17 octobre. On en reparlera, bien sûr, mais on fera ce webinaire. Et puis le 10 novembre, avec les cabinets Itinéré et Orséou, on fera un webinaire sur Premières Heures en chantier. Voilà pour terminer sur ces enjeux d'évaluation et pour clôturer la matinée. Merci encore à tous les deux. Merci à tous pour votre attention de ce matin et bon appétit.